Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast sur l'immobilier commercial, multilogement, industriel. On va parler de terrain, on parle de développement personnel bien sûr, on parle de mindset et on va aussi parler d'entrepreneuriat parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout l'entrepreneuriat. Et justement, aujourd'hui, on va avoir une super bel épisode avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur de Québec. Un gars qu'on gagne à connaître et qui va vraiment venir nous parler de son parcours, qui va nous parler de développement immobilier. On va parler d'un peu de défis qu'on vit dans la construction aussi. Et bien sûr, il va nous parler de son parcours d'entrepreneur. On a Félix Brochu. Salut Félix. Salut Sam, merci de l'invitation. Good. Merci d'être déplacé. T'es de Québec, là? Je suis de Québec, oui. Ouais. OK. Puis nous autres, on tourne ça à Laval, puis t'es déplacé de Québec à Laval. J'avais affaire à Montréal, mais ça a bien donné. Puis, vraiment, des beaux studios, en fait, là, c'est super. Ouais, merci. D'ailleurs, on fait ça au studio Les Remarqués à Laval. C'est un studio qu'on loue avec une belle équipe en place. Vraiment, c'est super sharp. J'aime bien ça. Oui, vraiment. Good. Donc, président chez Stoica Immobilier. Yes. Puis, c'est une belle compagnie aussi de coupe de haies. Oui. On fait la taille de headset depuis une dizaine d'années. OK. Rive-Sud, Rive-Nord de Québec. Oui, ça fait... j'ai 7 employés maintenant, 2 équipes. Quand 8 même. employés là, cet été qu'on va avoir. 2 équipes, c'est une belle entreprise, belle petite réussite. C'est sûr que la demande est là, puis je veux dire que la population vieillissante, etc. Ouais. J'ai des bons employés aussi, là, vraiment chanceux de ce côté-là. Ça. OK. Ouais. Ah, c'est drôle. C'est drôle d'adon. J'ai donné hier mon contrat pour couper mes haies à un gars qui est passé... En fait, j'ai pogné ça sur Facebook, une annonce, puis j'étais dû pour couper mes haies. Ouais. On charge cher si on se déplace à Montréal, par contre. C'est ça. Le gas, écoute, justement, on parlait d'entrepreneur. Le gars, il m'a chargé tellement pas cher. Ouais. J'ai hésité. J'ai hésité à dire oui. J'ai dit, crime, il est-tu bon? Ouais, effectivement. Des fois, ça peut être... Des headsets. Mes headsets, ils ont comme 14 pieds. OK. Tu sais, c'est comme... Une bonne haie, là. C'est une vraie bonne haie, là. Fait que si tu me les scrapes, là... Ouais. Puis des haies, c'est fini, c'est ça. C'est quand même de quoi? Tu sais, c'est comme une coupe de cheveux, mais tu sais, d'envergure, dans le sens que si tu manques ton coup, là, c'est pas 2 semaines là, avant que ça repousse. Là, c'est ça. 2-3 ans. Là. Ouais, c'est ça, tu te fais un bon trou, puis moi, c'est mon intimité, ma haie, là, dans le fond. C'est vraiment... c'est quoi qui est beaucoup apprécié chez les gens. Là. Puis une fois que... Souvent, les gens, une fois qu'ils l'ont fait faire une fois, ils trippent, puis ils veulent vraiment le refaire à chaque année. Ouais, vraiment. Ah, c'est clair. Donc, ton parcours entrepreneurial, visiblement, il part un peu... Je sais pas s'il part de là, mais... Tu as une compagnie, fait que tu es un entrepreneur. Oui, toujours été entrepreneur. C'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé. Je veux dire, c'est tout le temps... je pars de, mettons, moi, j'ai grandi sur une ferme maraîchère. Mes parents étaient entrepreneurs. Toute ma famille est entrepreneur. J'ai beaucoup d'oncles et tantes qui étaient en affaires aussi. J'ai grandi là-dedans. J'ai toujours voulu être mon propre patron. À travers différentes expériences aussi comme salarié, j'ai vu que c'était pas nécessairement là que j'ai été le plus efficace puis que j'ai besoin d'une motivation externe autre qu'un salaire. Là, donc, c'est ça. L'entrepreneuriat m'a toujours intéressé. Puis, moi, au-delà de l'entrepreneuriat, c'était vraiment l'immobilier qui m'intéressait là, depuis le début. Puis, t'avais-tu du monde dans ton entourage qui faisait de l'immobilier? Mon père avait des 6 logements qu'il avait fait construire en 2002. Puis là, écoute, ça y avait coûté une affaire comme 300 000 par 6 logements à construire dans le temps. Là. Il avait revendu un an plus tard. Ouais, il avait revendu un an plus tard à cause, il y avait je ne vais pas aller en détail là-dessus, là, mais il a été mal conseillé, je pense, là, puis il avait revendu. Puis il avait fait un profit dans ce temps-là. Puis, tu sais, mais j'ai pas eu personne dans l'immobilier dans ma vie. Là, j'ai pas d'oncles qui sont dans l'immobilier, ni de tantes, ni de cousins, cousines. C'est vraiment, mon père avait été... Il y a une brève expérience qui a été bonne, mais qui a été trop courte, là, maintenant qu'on regarde 20 ans. Ben oui, c'est ça. Mais puis il n'a pas continué par après, mettons. Non. Il a fait ça, puis il n'a jamais racheté autre chose après. Il y a un immeuble commercial là, qu'il y a eu pendant une dizaine d'années. Il l'a revendu il y a 2-3 ans. Mais non, c'est ça, j'ai pas... on a parti le parc de zéro. Là. Ouais. OK. Puis là, j'ai fait un peu de recherche sur toi, bien sûr. Je fais des recherches sur les gens que j'interviewe. Puis ce que je comprends, c'est que tu as commencé un peu dans l'use. Oui. Commencé dans l'usager. Sur la Rive-Sud de Québec, j'ai commencé avec des 6 logements. 6 logements, 8 logements. Que on a rénové avec des amis à moi. Là, plus mes amis que moi, évidemment. Là, moi, je suis pas un gars de construction bien. Okay. Puis
ça a été bon. Écoute, on a fait des rénaux, j'ai revendu. Je les ai revendus les deux, là, un il y a 2 ans, puis l'autre il y a comme 3 ans et demi. OK. Ça a été correct, surtout bon, parce que on s'entend que l'immobilier, dans un laps de temps de 7 à 10 ans, là, c'est dur de perdre de l'argent, je pense. Là, J'ai aimé ça, qu'est-ce que tu dis, parce que tu avais dit ça dans l'autre podcast que tu avais la fait. bulle immobilière. Ouais. Je l'ai repris dans un autre de mes podcasts parce que c'est ça que je dis aux gens, tu sais. Si tu veux, il y en a qui comme, ils achètent, mais là, à 5 ans, c'est serré. Là. Ouais. 7 à 10 ans, tu ne te trompes pas. Puis en plus, moi, j'avais 21 ans à ce moment-là. Puis on parle des fois de conseils qu'on reçoit, de bons, mauvais conseils. Mais moi, le conseil, à l'époque, quand je voulais acheter, tous mes oncles, là, on les connaît, les conseils de mon oncle. Ouais, c'est ça. Achète pas plus que 100 000 la porte. Même dans ce temps-là, c'était comme 90 000 la porte. C'était cher. À Québec, à 2014, mettons. Ah oui, c'est cher. Puis je me faisais dire ça. Puis là, je me faisais aussi dire, moi, j'ai acheté en 2014. Puis là, ça faisait, mettons, 10-12 ans que l'immobilier montait en flèche. Okay. On s'entend de 2002 à 2014, l'immobilier a fait quand même une belle croissance. Ben oui. Puis là, je me faisais dire, t'es à la fin du cycle. Là. On parlait beaucoup de cycle. Là. Puis là, c'était comme des pseudo-experts qui me disaient, ça fait 10 ans que ça monte, ça peut juste descendre, achète pas là. Puis je pense que la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie à date, là, du point de vue entrepreneurial, investissement, c'est de me fier à des gars comme Jacques Lépine, comme Nicolas Ayré, au lieu de me fier à quelqu'un qui n'a pas d'immeuble et qui n'est pas là où que je veux être dans la vie. T'sais. Puis quand j'avais dit ça, à un moment donné, j'étais à une soirée du Club d'investisseurs immobiliers, puis j'avais parlé avec Jacques Lépine après la soirée. Puis j'avais conté ça, mon histoire, que j'avais tout le monde. Je voulais acheter un 6 logements à 550 000. Puis là, tout le monde me disait que c'était trop cher. Le prix de l'évaluation était sorti exactement à ce prix-là. Okay. Puis l'évaluation était pessimiste. Là. L'évaluateur, c'était, en tout cas, il n'avait pas mis ça élevé. Là. Il n'avait pas pesé sur le crayon. Maintenant. Non, vraiment pas. Okay. Puis à 550 000, lui, il trouvait que c'était ça que ça valait, mais peut-être même 600, tu sais, bon, bref. Puis Jacques Lépine, il était parti à rire, puis il m'avait dit, tu sais, écoute, les gens, ils vont tout le temps dire ça. Là. J'ai acheté des immeubles en 2006, en 2007, en 2008, qu'on me disait que c'était trop cher la porte. C'était trop. Tu sais, le prix par porte, là, maintenant, revenez-en. Là. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas rien que ça, là. Alors, exact. Puis de me fier à des gars comme lui, tu sais, je dirais pas de me fier à moi. Moi, j'étais un jeune de 21 ans qui commençait, je connaissais pas grand-chose, mais de me fier à un Jacques Lépine, à un Nicolas Ayré, à un Yvan Cournoyer, des gars qui ont passé avant toi, puis qui connaissent ça, ultimement. Tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment, écoute, on a payé le prix que ça valait, avec des locataires qui étaient corrects, avec des logements qui étaient mal entretenus. Puis en 7 ans et demi, 8 ans, là, j'ai quand même, on a quand même fait des sous. Là. Beaucoup plus que la bourse, malgré que la bourse dans ces années-là était très bonne. Là. Fait que, puis en tout cas, une gestion relativement passive sur le premier, active sur le deuxième, là, mais en tout cas, bref. Là, puis j'imagine qu'à travers ça, justement, tu l'as peut-être refinancé aussi. Tu sais. On l'a pas refinancé parce que je voulais le vendre, puis là, bon. T'sais, quand j'ai ressorti, quand on a revendu après, ça a été bon, mais je l'avais jamais refinancé. Puis on l'avait financé collatéral à 100% financé. Fait que, écoute, maintenant, c'est dur de se tromper. Ben là, c'est dur. Ton rendement il est assez intéressant. Exact. Ouais, c'est ça. Puis c'est un bon conseiller, Jacques Lépine. Pour vrai, là, qu'à chaque fois qu'il prend la parole ou qu'il donne un conseil, il était venu sur le stage au club à Montréal, puis il avait dit, le monde oublie une affaire, le monde achète, là, mais il oublie que l'immobilier, c'est une business, puis ça prend du cash flow aussi. Là, dans le sens, il faut que tu aies les reins aussi pour. Quand tu achètes, tu as des choses qui viennent avec ça. Là. Ouais. T'sais. Moi, c'est sûr que ça a été un moment, je commençais en affaires, je travaillais l'hiver, bon, j'allais à l'université, je faisais des cours, puis l'immeuble était zéro cash flow. Là, fait que, maintenant, c'est ça que j'avais hâte d'avoir un genre de certain cash flow, peut-être pas d'en vivre, là, mais l'immeuble a été déficitaire quelques années. Vivre d'un immeuble, c'est un peu dur. C'est dur à dire. C'est dur. Mais là, on se fie à des ranges de, mettons, 50 $ par mois par logement. On n'était pas là non plus, là, mais financé à 100%. Fait que, finalement, ton cash flow, tu l'as sur le rendement. Là. Ouais. Mais non, c'est ça, l'usager. Puis par après, après différentes expériences, puis bon, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce aussi entre-temps. Ouais, parle-moi-en un peu. Je suis très intrigué par cette école-là. Ouais. Je vois beaucoup de gens là, qui ont la photo de profil avec le logo en arrière. Là. Toi, la fameuse photo de profil de l'EB. C'est beaucoup, tu sais, il y en a qui comparent ça, là, c'est le Poudlard des entrepreneurs. Là. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup... ça faisait longtemps que je le voyais passer, puis bon, tu sais, quand on est jeune, on commence, on n'a pas nécessairement les sous pour faire une école, c'est un programme qui coûte quand même assez cher. Mais bon. Mais cher, c'est relatif. Là, cher, c'est relatif. On a parlé un petit peu avant que tu rentres. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est cher parce qu'il faut quand même que tu sortes une couple de milliers de dollars. Exact. Mais je pense que ça t'a amené quand même à quelque part. Oui, exact. Puis je pense qu'on en parlait aussi, là, mais l'immobilier, c'est une game d'abondance. Puis à un moment donné, il faut que. Quand tu es dans un monde de l'investissement immobilier qu'on jongle avec des millions de dollars, exact. À un moment donné, si tu es pour essayer de sauver un 5 000 $, un 10 000 $, ici et là,
il faut que tu sois en mode abondance, il faut que tu sois en mode qu'est-ce que je peux aller chercher. Puis il y a une humilité aussi à avoir, je pense, là, dans le sens que faut que tu saches que tu sais rien, là, puis qu'à un moment donné, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Puis moi, l'école d'entrepreneurship de Beauce, ça a vraiment un peu changé ma vie, je dirais, de ce point de vue-là, parce que j'ai rencontré plein de gens qui étaient dans le développement immobilier. Moi, je fais partie de la G15, là, donc la cohorte numéro 15 du programme Émergence. Puis il y avait Pierre-Luc Morin, de Construction Morin, qui était dans ma cohorte. Il y a David aussi qui fait avec le groupe Construction Altus à Montréal. Il y a d'autres boys qui font des projets de 200, 300 logements. C'est vraiment là, grosse cohorte. Il y a beaucoup de gars d'immobilier puis de filles d'immobilier là-dedans. Mais ça te permet de faire des contacts dans plein d'autres domaines aussi. Puis moi, je veux dire, la première personne à qui j'ai parlé à l'école, c'est Pierre-Luc, qui est, bon, sont extraordinaires ce qu'ils font. Là, Pierre-Luc avec Construction Morin à Sherbrooke, là, ils font des très beaux projets, ils ont une très bonne réputation, puis ils la méritent amplement. Là. Puis moi, c'est la première personne à qui j'ai parlé à l'école, que j'ai rencontré dans l'école, c'était lui. Puis je veux dire, à quelque part, juste les discussions que j'avais avec lui, honnêtement, après un ou deux séjours, c'est pas long que le programme au complet est remboursé, là, honnêtement. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, t'es allé chercher une pépite quelque part là-dedans, c'est ça, qui t'a payé ton... Exact. C'est la même affaire que moi, j'ai fait la meute. Il y a des choses là-dedans que je suis allé chercher qu'ils vont payer mon... T'as pas le choix à un moment donné, je pense, là, exact. Mais la meute, je veux dire, le collège MREX, les clubs investisseurs immobiliers, il faut tout le temps que tu sois en mode... C'est même, on était à la semaine du club investisseur immobilier. Ouais, la semaine des millionnaires. La semaine des millionnaires. Exact. À Punta Cana. Puis Pierre-Luc, tu sais, bon, on s'entend, là, ils ont 300 logements et ils vont en construire peut-être 400 dans les 2 prochaines années. Tu sais, il y a quand même une compagnie d'envergure, 27 employés. Puis là, il y avait une formation sur la construction neuve. Puis moi, j'en mange, là, c'est ça que je suis en mode, là, moi, je suis une éponge. Là. Tout ce que tu peux me dire sur ce domaine-là, je vais le prendre. Puis même si tu me dis quelque chose que je pense ne pas être en accord, je vais quand même t'écouter puis aller double vérifier si c'est vrai, tu sais. Puis, mais en même temps, je commence là-dedans. Lui, Pierre-Luc, on s'entend, il est né là-dedans. Là. Puis là, il y avait une formation sur la construction neuve, puis j'ai dit, crème Pierre-Luc, on va-tu la faire? Il dit, ouais, on peut bien, là. Mais lui, il pourrait donner 10 fois la formation. Là. Puis en tout cas, il est quand même venu avec moi. Puis encore une fois, ça démontre son humilité incroyable. Puis il a appris de quoi, Colin? Dans une formation de 45 minutes, 1 heure, à un moment donné, elle a dit un petit quelque chose sur des subventions, que lui, à son niveau, ce qui est rendu, les projets de construction qu'il fait, c'est plus nécessairement quelque chose qui va regarder les subventions. Mais là, il s'est rendu compte que, crime, ça vaudrait peut-être la peine de mettre quelqu'un de l'équipe là-dessus. Puis parce que la personne qui donnait la formation était peut-être un peu moins rendue loin que lui dans son parcours, elle a dit quelque chose qu'elle a regardé à son niveau à elle. Puis lui, ça l'a apporté à regarder ça aussi à un plus haut niveau que lui est rendu. Tu sais. Ben, tu vois, là-dessus, là, tu marques un point parce que j'ai fait une entrevue avec Étienne Racicot chez PML. Puis, honnêtement, là, on en a justement parlé de ça, des volets. Étienne, il est très fort dans la construction neuve au niveau du financement. Ils en font beaucoup. Puis, pour vrai, là, je pense que justement, quand tu es capable d'aller chercher un 50, un 100 000 en subvention... Ah, c'est pas long, là. On s'entend-tu que c'est quand même, ça reste 50-100 000, là. Ah, oui. Sur ton projet, là, je sais pas c'est quoi tes soft costs. Ça va vite, là. Ça va vite. On regarde pour notre 46 logements qu'on est en train de construire, un programme de récupération des chaleurs, là, des eaux pour avec l'eau chaude avec Régionaux. Puis, au début, on fait le saut, là, c'est 175 000, 200 000 l'installation. Mais bon, financé à 75 par Hydro-Québec. Voilà. Fait que, tu sais, puis là, il faut que tu le fasses, là, mais on s'entend. Ça va-tu donner des points? Ça donne des points. Au niveau de l'efficacité énergétique? Tu vas chercher quasiment 20 sur l'efficacité énergétique. C'est ça. Un projet comme le nôtre, fait qu'il est repayé 100 fois, là, le système. Là. C'est ça. Alors, écoute, il faut que tu sois en mode, je pense... moi, humblement, je pense que d'avoir été capable de me dire, OK, là, Félix, tu connais rien dans ce domaine-là. Soit l'éponge, soit une éponge, puis essayer d'aller chercher tout ce que tu peux aller chercher. Puis c'est ce que je fais depuis 10 ans, puis spécifiquement dans la construction neuve depuis 4 ans. Puis ça m'a vraiment servi à date, là, vraiment. Ouais. Au niveau de ta détention des terrains, le développement, tout ça, on s'entend que des fois, ça peut être long. Comment tu survis à ça de supporter le terrain? Oui, c'est sûr que... supporter le projet, finalement. Oui, moi, je vis beaucoup avec ma compagnie de Tide Headset. Moi, je me sors à rien de l'immobilier là, depuis le début. C'est vraiment ma compagnie de Tide Headset qui nous permet de fonctionner. Comme j'avais dit à la bulle, là, moi, tous mes profits sont réinvestis en immobilier tout le temps. Mais je me sors en salaire de ça, mais c'est sûr que ça coûte cher. Puis je me suis rendu compte beaucoup en 2023 là, que c'est beau aller vite, là, mais à un moment donné, il faut quand même être capable de tolérer les projets qu'on fait pendant qu'on les fait. Ben oui. Mais ça a fonctionné, ça a bien été, mais on est là-dedans. Là. On est beaucoup dans dans la détention. Là, on recherche... je pense que d'être resté actif aussi, là, ça nous a permis de rester... Il faut tout le temps être dans le game. Je pense que tu le sais comme moi, là, mais t'as pas le choix. On a...
en 2023, ça aurait été facile. Ça faisait 6 immeubles qu'on faisait construire. OK. 4, on a construit 2 en 2023. Ça aurait été facile de dire, hey, là, les taux sont rendus beaucoup trop élevés. On met ça sur la glace, on attend. Puis au lieu de ça, écoute, non seulement on a construit 2 immeubles, on a incorporé 2 nouvelles compagnies en 2023, mais on a acheté un terrain pour faire un 46 logements. Puis vu que là, c'est comme un Blue Ocean qu'ils appellent, tu arrives dans une genre de marché où il n'y a personne qui est actif parce que tout le monde capote à cause des taux d'intérêt. Ben oui. Les plus belles opportunités sont sorties là. C'est ça. Ben oui, il y a tellement de monde à qui que j'ai parlé, les gars. Ils disent, moi, je m'en vais jouer au golf. Ouais. Il y en a, ils s'appartent à jouer au golf en Floride, puis non, on va attendre que. On va attendre, mais ouais. Je sais pas si c'est la bonne stratégie. Je pense pas. Je pense que même, à un certain point, à un moment donné, les refinancements viennent plus vite que les opportunités. Exact. Mais je pense qu'il faut quand même t'achètes. Il faut que tu restes si tu es en mode croissance, là, tu peux pas passer, je pense, plus d'1 an, même plus de 6 mois, Colin, à faire une transaction, là, j'ai l'impression. 6 mois, c'est peut-être court, mais 1 an, il faut qu'à chaque année, tu sois dans le marché, tu bouges, puis tu vois ça aller. Ouais. Puis ça te permet de rester au jus, puis en même temps, de faire rouler les actifs puis les capitaux. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis en tant que président, parle-moi un peu de la compagnie. Y a-t-il des valeurs attachées à votre compagnie? Oui. Nous, on essaie beaucoup de développer dans une optique de... Moi, ce qui me parle beaucoup, mettons qu'on parle d'une optique, mettons, là, moyen, long terme, c'est de faire des projets qui, architecturalement, vont être beaux, sans nécessairement dépasser des coûts astronomiques, mais essayer de faire de quoi de beau, de tangible, qui reste dans le temps, puis qui va perdurer, puis qui, d'un point de vue esthétique, va être bien, que pour les locataires aussi, tu sais, je veux pas parler... moi, je m'intéresse beaucoup aux certifications comme la certification Wells ou LEED. Okay. On aimerait ça, éventuellement, développer des projets dans cette optique-là, de penser aux locataires puis aux résidents du bâtiment, puis savoir comment que lui va se sentir dans notre immeuble de 40, 50, 60 logements. Moi, je veux... dans une optique, d'ici 5 ans, 5 à 7 ans, avoir, mettons, 250 logements, peut-être 300 logements. Mais j'aimerais beaucoup plus en avoir 250 bien développés, qui sont beaux, qui sont intéressants pour l'environnement, pour les locataires, que d'en avoir 1000... tu comprends? Mais 1000 pintes de lait, mettons. 1000 pintes de lait qui sont toutes identiques, qui ne sont pas nécessairement qu'il y a un gros taux de roulement, que les locataires sont pas nécessairement contents d'habiter là, que l'insonorisation est moyenne. Puis, c'est ça. Ouais. Mais, ouais. Nous, on vise beaucoup vers ça. On veut être fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, de ce qu'on construit. Puis on veut que les locataires soient fiers aussi d'y habiter. Absolument. On a des valeurs là-dessus. Puis le respect des locataires aussi, là, c'est vraiment... Puis je pense que c'est de plus en plus, de toute façon, dans l'ère du temps, là, les gens... Moi, tous les développeurs que je connais, tous les gens que je connais qui investissent en immobilier, honnêtement, 100% des gens que je connais qui investissent en immobilier ont toute une énorme considération envers leurs locataires. Ouais. Puis on est beaucoup rendu là, je pense, les années que le monde... il doit en rester. Moi, je les connais pas, là, ces gars-là qui font des rénovictions et tout ça, là, mais il doit en rester un peu. Mais ceux que moi, je connais, ils ont vraiment à cœur que les locataires soient bien. Puis, tu sais, je parlais de Pierre-Luc, mettons, de Construction Morin, mais quand on visitait ses chantiers, là, puis il me montrait... quand on parle de retour sur investissement de l'EB, de l'École entrepreneurship de Beauce, là, on faisait le tour de ses projets, puis il me montrait... on a visité leur chantier que les murs étaient ouverts. C'était pas encore fermé. On était peut-être à 50% de la construction. Puis là, il me montrait sa technique d'insonorisation. Il m'explique que lui, il faisait, mettons, 7-8 immeubles, qu'il faisait des essais-erreurs pour l'insonorisation des logements. Okay? Puis là, il mettait des clapets. Quand je te dis qu'ils sont bons, là, puis là, on mettait un clapet, on met tel type de laine, on met tel type de mousse pour telle marque, mettons, en dessous des planchers, tel plancher flottant. Puis il dit, ils font des tests acoustiques à la fin de chaque construction. Wow. Pour arriver à la meilleure acoustique possible pour les locataires. Puis le dernier projet qu'ils ont fait, c'était un 18 logements. Ils sont arrivés à une insonorisation qui était plus élevée ou pratiquement égale à un système d'enregistrement, là, comme ici qu'on est en ce moment. Une acoustique vraiment, vraiment intéressante pour les locataires. Puis ils ont fait le party de livraison de l'immeuble. Puis là, je vante Construction Morin puis Pierre-Luc. Je suis vraiment un fan de ce qu'il fait. Puis, tu t'inspires, j'imagine? Je m'inspire beaucoup de ça. Puis il était 27 dans l'appartement. Puis quand ils sont sortis, lui puis un de ses collègues, pour parler en dehors de l'appartement, quand ils ont fermé la porte, on n'entendait presque plus les 27 personnes derrière. Wow. Puis là, moi, il m'explique tout ça. On est sur son chantier de construction, on regarde ça. Puis pendant qu'il m'explique ça, je dis, Colin, puis là, je me prenais des notes, puis il me disait, non, laisse faire ça. Puis il me sort son PDF sur son cell, puis il me l'envoie par courriel, qui explique toute la stratégie d'insonorisation de ces logements. Wow. Puis moi, aussitôt qu'il m'envoie ça, je le forward à mon contracteur. Puis je dis, à partir de maintenant, tous nos immeubles, tu les fais comme tu fais cette technique-là d'insonorisation. Ben, tu sais, c'est une bonne chose parce que là, tu sais, on s'entend que son expertise,
elle est bonne, puis ce que tu recherches dans les immeubles, c'est l'insonorisation. Le monde, ils veulent pas entendre les voisins. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est en briques et bois, là. En briques et bois, on ne va pas en béton encore. On a des projets qui sont plus... on fait du 3-4 étages, on est en bois. C'est vraiment le nerf de la guerre. Tu veux que les gens se sentent chez vous. Puis, ultimement, d'un point de vue même gestion locative, une fois que l'immeuble est livré, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire. Là. Moi, il n'y a rien que dans mes anciens immeubles que j'avais, il y avait mes plus vieux les immeubles construction de 1960, là, le chat du locataire miaulait au demi-sol, puis la madame du deuxième l'entendait. C'était vraiment épouvantable, en carton. Mais là, maintenant, dans mon projet, écoute, moi, j'habite mes immeubles, là, j'habite dans mes logements, puis je suis un fan de cinéma, puis j'ai quand même un bon système de son, puis mes locataires m'entendent jamais. Ah oui, quand même. C'est vraiment bon là, ce qu'ils ont fait là, avec la sonorisation. Puis c'est le nerf de la guerre, comme tu le sais. Là, c'est vraiment de quoi qu'on fait attention. Quelque chose qui... Serais-tu capable d'apporter ça au niveau peut-être du code du bâtiment? Moi, je pense que la construction, c'est un domaine qui gagnerait peut-être à innover dans plusieurs domaines, dans plusieurs sujets. Puis c'est sûr. Je pense que ça a déjà commencé dans plusieurs aspects, là, mais l'optimisation de la construction, améliorer certains processus, c'est clair qu'on s'en va vers ça. Là, on n'a pas le choix. Là, puis la standardisation de la construction qui s'en vient des prochaines années avec avec le manque de logements qu'on a au Québec, je pense qu'il va falloir en faire là, des innovations comme ça. Puis avec il y a tous les programmes, les nouveaux programmes qui sortent, on parle beaucoup d'efficacité énergétique. Je veux dire... Il y a des programmes qui sont là pour nous aider à financer, mais il faut que la construction suive. Oui, puis c'est intéressant, des fois, on a fait de l'efficacité énergétique beaucoup dans nos immeubles qu'on a construits, puis on s'est rendu compte que finalement, le coût de construction n'a pas tant différé que ça. Là. Oui, c'est plus cher, là, mais c'est pas pour un 6-8 logements, je parle. Là. C'était pas astronomique. Là. Puis là, on se dit, crime, dans le fond, des fenêtres triple verre, c'est cher, c'est lourd. Les gars de construction ne nous aiment pas quand c'est le temps des montées au deuxième. Oui, c'est sûr. Mais crime, ça vaut la peine là, pour la différence que ça fait pour l'insonorisation et l'efficacité énergétique des logements. Moi, je trouve, en tout cas, c'est vraiment de quoi d'intéressant. Ouais. OK. Puis, j'avais entendu, on avait parlé pas mal dans ton podcast là, que tu avais fait avec la bulle, que j'ai trouvé intéressant. C'est le volet, justement, de comment mettre de l'abordabilité là-dedans. Là. Puis que là, on avait des contraintes gouvernementales, le contrôle des loyers, tout ça, le TAL, mettons. Ouais. T'as-tu... Ben oui, moi, c'est sûr, ça reste de l'opinion personnelle, mais je pense William Trudel, là, de groupe des constructions Trudel à Québec, là, qui font beaucoup de projets, il expliquait dernièrement dans un article, une lettre ouverte qu'il a faite dans la presse, il disait que lui, sur un projet de construction d'un 200 logements, exemple, il y a environ 500 $ par mois du loyer qui va juste en bureaucratie, puis en demande de permis, puis le temps d'avoir ton permis, il faut que tu supportes ton terrain, tu payes des taux d'intérêt, les taxes, tout ça, là, il dit la taxe de construction, là, qui est la plus grande au Canada, au Québec, là, il dit, moi, c'est 500 $ du logement. Là. Fait que c'est pas long qu'un 4,5 à 1600 $ là, qu'on considère cher maintenant, quasiment, là, il tombe à 1200, à 1100, à 1050 par mois, là, dépendamment du projet. Fait que... Puis c'est pas vrai que le contracteur, le développeur, il se mettrait la différence dans ses poches. Là. Nous, on aime bien mieux louer plus rapidement nos immeubles à des meilleurs candidats qui sont contents de payer moins cher que de devoir charger la taxe que le gouvernement nous charge. Là, puis je comprends que ça en prend des taxes, mais il y a 4 provinces canadiennes, au moment qu'on se parle, qui ont enlevé la taxe provinciale sur les constructions neuves. Une taxe sur un service essentiel en plus. Exact. Ça, c'est quelque chose. Là. Des fruits et légumes ne sont pas taxés. Pourquoi une maison ou un bâtiment devrait être taxé? Puis au début, quand ils avaient instauré cette taxe-là, au départ, c'était supposé être temporaire, là, la taxe sur l'habitation. Là. OK, ouais. Ça me rappelle une autre taxe. Ça rappelle une autre taxe qui était supposée être temporaire. Mais... Tu sais, je dis pas que... Il y aurait une manière de au moins, tu sais, moi, je pense au niveau d'abordabilité, là, parce qu'en ce moment, construire, là, l'enregistrement se fait un 7 mars, on est le 7 mars. Le taux de qualif là, est autour de 4,40, 4,50. Là. Moi, si le taux directeur baisse de 0,25, là, ça divise notre mise de fonds pour un projet de 40 logements à 50 logements en deux, là, pour moins 0,25 de taux directeur. Là. Donc, c'est majeur. L'abordabilité dans la construction neuve, là, des coûts de construction maintenant à 300, 310 000 la porte. C'est ça. Ça n'existe plus. Là. On peut plus. Abordable, là, le 30 % du revenu médian moyen, là, c'est impossible de se rendre là. J'en ai fait un peu de l'abordabilité, j'en fais encore, mais honnêtement, là, je vois pas comment qu'on peut se rendre à une genre d'abordabilité complète là, du marché. Il faut construire, mais même à ça, là, je pense que, je lisais dernièrement que le Québec, on est une des provinces, puis une des États dans le monde que les gens ont le moins de colocs.
OK. Je pense que la colocation, c'est peut-être de quoi qui n'est pas dans notre culture. Dans notre culture, Mais dans le futur, je pense que il va falloir qu'on pense à ça, puis arrêter de construire des logements de 1300 pieds carrés aussi, là, 1200 pieds carrés, essayer d'aller plus chercher du 900, du 800 pieds carrés. Nous, on est là-dedans, optimiser les logements, des grandes fenêtres. Ça, là-dessus, par exemple, je te dirais que je les vois beaucoup. Ouais. Je les vois beaucoup à Laval. Récemment, j'ai magasiné pour un condo. Bon, il m'est passé une bulle, là, de partir d'une maison en condo, puis tout ça. Puis j'ai magasiné ça. Puis, my God, tu sais, j'ai une maison, ma maison, là, je pense, je sais pas, 2500 pieds carrés là, avec les 2 étages. Là. Ouais. Mais là, oublie ça, là, trouver 2500, tu sais, Oublie ça. Là. Ouais. Un 4,5, 1000 pieds carrés, 1100 peut-être, là. Ah ouais, hein? Ah oui. Non, oui. c'est ça. C'est... On est déjà, là, en tout cas, dans ces volets-là, on est déjà dans l'optimisation de pieds carrés, maintenant. Il faut se rendre là, je pense. Il faut se rendre là. Nicolas, il disait dernièrement qu'il construisait des 5,5 là, à 850, 900 pieds carrés. Là. Mais en contrepartie, par exemple, et tu parlais tantôt de milieu. Ben, tu n'as pas dit ce mot-là, là, mais c'est des milieux de vie que tu veux créer, je pense, c'est ça que tu as dit. Ben, c'est un peu ça qui se crée aussi, c'est que les gens ont des plus petits aires d'habitable. Exact. Mais on va aller chercher des aires communes. On va aller chercher des services dans l'ensemble immobilier qui va te permettre aux locataires de se sentir chez eux ailleurs que chez eux. Exactement. Ouais. C'est beaucoup ça. Les gens, ils vivent aussi maintenant à l'extérieur des logements. C'est ça. Des aires communes, des gyms, une terrasse sur le toit. Nous, on a une très belle terrasse qu'on va faire sur notre prochain projet, qui va avoir une vue complète sur le fleuve. Je pense que c'est vraiment important. Puis, les gens, ils vont payer, mettons, un 650, 700, 800 pieds carrés. Bien optimisé, avec des neufs, avec des beaux matériaux de qualité, mais des espaces communs qui sont super intéressants aussi. Ben oui, c'est ça. Ça va être primordial. Évidemment. Là. J'essaie juste de voir, par exemple, dans l'use, comment est-ce qu'on pourrait réussir à créer. Je trouve ça un peu plus difficile de créer des milieux de vie dans l'use. Moi, honnêtement, dans l'usager, je trouve que il y a des gens qui le font super bien, là, l'optimisation, puis la rénovation et tout. Mais je pense que c'est difficile. Je pense que c'est rendu difficile. Moi, j'aime beaucoup le neuf pour plein de raisons, là, créer des milieux de vie puis construire de quoi de neuf. Mais moi, chapeau à ceux qui le font bien, là, parce que quand je vois ça aller, je me dis, Colin, c'est difficile. C'est rendu vraiment difficile. Ouais. Oui, puis de toute façon, ces immeubles-là, ils viennent sur le marché. Les gens, ils veulent les acheter. Est-ce qu'on ne veut pas tomber? Je sais, j'haïs ce mot-là, mais ça reste que c'est ça. La rénoviction, tout ça, tu ne veux pas tomber là-dedans. C'est un mot inventé, hein, la rénoviction. Ouais. On l'utilise tout maintenant. Les médias ont réussi à nous le faire utiliser, mais c'est un mot qui n'existait pas là, il y a 3 ans. Là. C'est un mot qui est full péjoratif, là, mais l'idée en arrière de ça, c'est de rénover pour donner une meilleure qualité aux locataires, d'un. Puis le bâtiment, il faut qu'il soit entretenu. On a le parc immobilier le moins bien entretenu quasiment en Amérique du Nord, au Québec, là, avec toutes les lois et de construction qu'on a eues, le contrôle des loyers qu'on a eu depuis 40 ans. Tu sais, je veux dire, le PQ, quand ils ont instauré la Régie du logement dans les années 80, ça partait d'une très bonne intention. Puis, écoute, le gouvernement de René Lévesque qui ont fait ça, moi, je suis un grand fan de René Lévesque. Je pense encore aujourd'hui que c'est un des politiciens qu'on a eu les plus intéressants. Puis, ce qu'il a fait, au départ, avec ça, l'idée était bonne. Après 10 ans, c'était pas long qu'on se rendait compte que, OK, bon, finalement, le contrôle des loyers, oui, ça a permis de garder les loyers pas chers pendant une dizaine d'années, quinzaine d'années. Après 20 ans, là, c'est là qu'on a commencé à avoir le retour négatif de tout ça. Puis il y a des États américains qui ont instauré des contrôles de loyers sur 20, 30, 40 ans. Puis les études qui ont sorti là-dessus là, sont extrêmement révélatrices de l'impact très négatif que ça a eu sur le marché. Ça a créé des ghettos dans plusieurs États américains. Tu contrôles les loyers, t'empêches le propriétaire d'entretenir son bien. Ça finit, c'est inévitable. Tu n'as même pas le goût de le faire. C'est inévitable. Moi, j'en parle à des propriétaires, c'est notre job. Là. Tu parles à des propriétaires tous les jours. Puis il y en a plein qui me disent j'aimerais bien ça, mais je peux pas l'augmenter. C'est impossible. Fait que là, sa cuisine, elle va rester de même, puis ça va rester de même. Ouais, mais Colin. Je pense qu'il y a une différence aussi entre entretenir puis rénover. Entretenir, je pense que c'est important, mais si tu embarques sur la rénovation, moi, je pense qu'il y a quand même il y a des madames et des messieurs au Québec d'un certain âge que je pense que eux, leur 4,5 ou leur 5,5 à 600-700$, ils veulent le garder, puis on les comprend. Je pense que eux, ces logements-là, peut-être les garder comme ça, les entretenir, mais sans les rénover. Mais encore une fois, toi, j'imagine, dans ton travail, ça doit arriver souvent aussi que tu as des propriétaires d'immeubles de 6 logements qui t'appellent, puis ils disent hey, là, mon immeuble vaut 2 millions, 3 millions. Là, tu dis non, selon les revenus, il vaut 1 ou 2, 1,5. Ça, c'est le problème de l'acheteur. C'est le problème de l'acheteur. Mais non, c'est pas le problème de l'acheteur, c'est le problème du vendeur. Là, exactement. Puis ça va encore plus loin que ça. Puis là, je commence à instaurer ça un peu dans mon vocabulaire. C'est que là, avec les nouveaux programmes
puis la nouvelle tangente au niveau de l'efficacité énergétique, puis de la conscience sociale, si on peut dire, à ce niveau-là, Ouais. ben, les immeubles vont être pénalisés. Ces immeubles-là, use, là. Ouais. Ils vont être pénalisés là, tantôt. Là. Exact. Ils sont difficiles à financer. Ils ne seront pas... Parce que, tu sais, il faut que tu décarbonises ton immeuble. Mm-hmm. Ah ouais, vraiment. T'sais? Vraiment. Puis, ben, non, écoute, il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent, je pense, avec la crise du logement qu'on a. Ben puis oui. ils disent que c'est 1 million de logements qui va manquer au Québec là, d'ici 10 ans. On le croit, puis surtout si l'immigration continue autant. Nous autres, c'est ça qui est drôle. Des fois, on en parle, puis on veut que la situation se règle, mais ça reste que si ça se règle pas, comme investisseur immobilier, on est quand même, dans tous les cas, gagnant. Fait que Ouais. ouais, c'est sûr. je sais pas. Ben, tu sais, gars, je te donne des chiffres. Là, il y a eu 175 000 immigrants qui ont rentré en 2023, Ouais, puis il y a eu 37 de moins de construction. ouais, c'est ça. Fait que ça te donne une idée où on s'en va. C'est majeur, là. Puis c'est beaucoup. Là. les autres provinces ont eu 41 42 là, en Colombie-Britannique puis en Ontario d'augmentation de construction. Ils ont enlevé la taxe sur la taxe provinciale. C'est majeur, là. Je veux dire, la différence, moi, mettons, je suis un développeur à Gatineau, c'est sûr, je traverse le pont puis je développe à Ottawa, là. Je veux dire, mon projet, à la base, au jour 1, il me coûte 10 de moins, là. Fait que c'est un no-brainer. Mais écoute, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est un problème qui se résoudra jamais complètement. On ne réussira pas à le résoudre. C'est sûr. Mais contribuer à essayer de l'alléger puis de diminuer l'impact négatif que ça va avoir dans le marché, moi, c'est vers là qu'on s'en va. Là. Ouais. Super. Puis, fait que tes objectifs, là, c'est ça, c'est d'avoir 300 portes de plus à peu près? On aimerait ça développer autour de 250-300 logements dans les 5-7 prochaines années. Okay. C'est ça dépend de temps des opportunités qui nous sont présentées. En ce moment, je parle avec un gros développeur à Lévis pour, mettons, 10 terrains de 18 logements, 18-20 logements. C'est tout le temps, bon, le prix des terrains, si on est capable d'aller chercher... moi, ce que j'aimerais faire, ultimement, d'ici les 5... mettons, l'an prochain, en 2025, on regarde pour lever un fonds immobilier. Okay. Puis ce qui est intéressant, là, j'ai réécouté le podcast de Mike Jagger que tu as fait avec lui. Ouais, qui a levé... de Rose Fellow. Ouais, exactement. Il a levé 100 millions. Puis là, moi, je me disais, je veux lever 5 millions. Puis là, je me questionnais à savoir, c'est-tu beaucoup, c'est-tu pas beaucoup, c'est-tu assez? Puis là, des fois, on se compare. Puis là, j'écoutais ça. Puis je me dis, bon, lui, il a levé 100 millions en 3 appels. Là. Fait que je me dis, ça devrait 5 millions. Ça il s'est déplacé quand même à New York. Oui, ouais, OK. C'est vrai. Il s'est déplacé à New York. Il a probablement les meilleurs contacts que moi aussi. Là. Mais en ce moment, moi, j'ai chanceux d'avoir beaucoup de gens très sharp professionnellement autour de moi qui gagnent. Bon, un de mes partenaires, c'est un radiologiste. Là, on a un de ses collègues radiologistes qui va embarquer avec nous. Fait que déjà, deux radiologistes, un autre collègue qui veut être en train de regarder pour partir une clinique dentaire. Beaucoup de monde dans le monde de la santé aurait les moyens, puis en fait, ils devraient embarquer dans des choses comme ça. Ben oui. Et je pense que pour eux, c'est vraiment intéressant. Puis honnêtement, nous autres, on paraît très bien aux yeux des institutions financières avec ça aussi. Là. C'est sûr. Moi, tu as mon expérience entrepreneuriale, immobilière, gestion immobilière, développement immobilier. Puis à côté, tu as 2 radiologistes qui signent. Là. Je veux dire, c'est dur de dire non. Là. Mais ça vient solidifier le dossier. Ça vient solidifier le dossier, effectivement. Mais nous, ce qu'on veut faire, j'aimerais ça lever un fonds en 2025 puis lever des projets avec ça. Essayer de maximiser les mises de fonds, évidemment, avec la PHLEC. Mais ultimement, là, j'aimerais ça, d'ici 5 à 7 ans, faire un projet qui serait... Oui, bon, on parle de faire des 46, des 60 logements, mais j'aimerais ça faire un 10, 12 étages, puis être capable d'aller chercher un genre d'une certification peut-être LEED ou WELL avec ça. Puis LEED, là, mettons, puis WELL, mettons, une certification WELL, là, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est... Ouais, c'est quoi? Là, je vais le dire, puis écoute, j'ai pas ma certification là-dedans, mais c'est une certification qui permet qui s'intéresse au bien-être des gens qui habitent le bâtiment. Fait que c'est d'avoir des espaces verts, l'éco-énergétique, évidemment, des beaux espaces, architecturalement parlant aussi, mais aussi pour le confort des locataires, le bien-être des locataires. C'est vraiment pensé en fonction du résident du bâtiment. Puis ça, c'est une certification qui est vraiment intéressante. Moi, je m'en vais, d'ici 5 à 7 ans, j'aimerais ça faire un projet qui correspond, qui certifierait dans ces normes-là. Puis écoute, pour faire ça, ça prend de l'argent. Puis c'est pour ça qu'il faut que je continue à faire ce que je fais en ce moment avec le développement. Mais moi, c'est un genre de projet qui me parle beaucoup. Tu sais, on en parlait... à la Semaine des millionnaires avec 2 collègues justement de l'EEB, Pierre-Luc puis Mathieu. Puis on parlait de qu'est-ce qui nous drivait dans ce qu'on faisait. Puis, tu sais, moi, mener un nombre de logements, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, je pense que c'est qu'est-ce que tu vas laisser à la société, puis qu'est-ce qu'on va créer comme projet qui va rester puis perdurer dans le temps. Puis là, on en parlait aussi avec Patrice Ménard de la fameuse The Line là, en Arabie Saoudite. Là. Ça, c'est la ligne qui va le faire. Ça va coûter...
Je pense que le budget de ça, c'est 700 milliards. Ça, c'est l'immeuble miroir. Là. C'est l'immeuble miroir. C'est une Exact. ligne qu'ils vont créer, qu'ils vont construire dans le désert, qui va être autosuffisante, puis que les résidents, il n'y aura pas d'auto, pas de route, puis les gens vont pouvoir y vivre. Puis au début, Incroyable. tu sais, il va y avoir tout, je pense que c'est quelque chose comme un 15 minutes city, là, 15 minutes, une ville de 15 minutes, que j'ai tu peux lu un tout peu faire à l'espace de 15 minutes. Si tu fais une crise cardiaque en plein milieu de la ligne, il y a un hôpital à moins de 15 minutes de toi. Tu sais. Wow. Puis il y a un hôpital, une pharmacie, une épicerie, un gym. Tu peux tout faire en dedans de 15 minutes de la ligne. Puis c'est une ligne, je me souviens plus du nombre de longueur de kilomètres, mais là, écoute, je parle de ce projet-là, c'est des princes en Arabie Saoudite qui lèvent ça. Moi, j'ai pas. C'est un projet de 700 milliards. Là, tu sais. Okay. Mais au début, c'est le genre de projet que quand on voyait ça aller, tout le monde pensait que c'était une vidéo d'intelligence artificielle qui était complètement farfelue. C'est vrai, hein? On pensait que c'était pas vrai. Tout le monde pensait que c'était fake. Ben, qui aurait cru que Dubaï, ça serait vrai aussi? Puis là, next thing you know, un an après, on voit des vidéos des gars, genre comme quelque chose comme 400 pelles mécaniques qui creusent dans le désert. Puis c'est vrai, ils sont en train de le construire en ce moment. Ils font la phase 1 en ce moment, là, wow. un an et demi plus tard. Là. Fait qu'ils n'ont pas les restrictions qu'on a au Québec aussi pour faire des projets, là, mais... Moi, les permis lèvent plus vite. les permis doivent aller plus vite que nous. Là. Ah, mais moi, des projets comme ça me parle beaucoup. Puis là, je dis pas que je vais faire la ligne au Québec, là, c'est pas ça que je dis, mais à plus petite échelle, puis sur mes moyens à moi, qu'est-ce qu'on peut faire comme projet qui va être original et intéressant pour les gens qui vont y résider? Puis moi, j'en vais plus vers ça qu'un nombre de logements ou qu'un actif net. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, bien sûr, tu parles de lever des fonds, mais reste que tu as déjà quand même une petite expertise là-dedans parce que, d'après moi, tu fais du partnership aussi. Là. On fait du partnership, oui. C'est ça, hein, parce que là, arrivé... j'ai eu une question là-dessus récemment. C'est-tu mieux de faire ça tout seul ou en partnership? Ah, partnership. Partnership, là, tu sais. Mais encore là, ça dépend de tes objectifs. Là. Ça dépend de tes objectifs. Je pense que plus tu as des objectifs qui sont ambitieux, plus tu n'auras pas le choix de t'entourer de partenariats, de partenaires intéressants. Puis moi, dans le fond, dans mon optique, c'est pas compliqué. Là. Dans notre 46 logements qu'on fait, on est trois investisseurs dedans. Moi, j'agis à titre de développeur-investisseur. Mais c'est sûr que les plus gros projets après ça, moi, c'est sûr qu'on s'en va vers un type de partenariat. Puis ce que je pense aussi, ultimement, trouver des partenaires au Québec en ce moment, je pense pas que c'est difficile. Je pense que trouver le bon projet qui va être rentable, qui va avoir un bon rendement, va être plus difficile. Puis une fois que tu as un bon projet, les partenaires vont suivre. Il y a de l'argent au Québec, il y en a beaucoup. Là, tu parles de rentabilité. C'est sûr que moi, je suis à Montréal. Ouais. Je vous regarde à Québec de loin. Ouais. Puis des fois, je trouve que vos projets sont vraiment... Ils ont l'air plus rentables des fois. Ça se peut. Je pense que Montréal, c'est difficile. Là. Luc Poirier, j'ai écouté dans une entrevue dernièrement, il disait que lui, il ne voulait plus en faire à Montréal. C'est rendu difficile. Lui, il a hâte que la mairesse s'en aille. Là, il en parle beaucoup, mais... Trop de pistes cyclables. Je sais pas, sans mettre la faute sur une seule personne. Non, c'est ça. Je pense que c'est effectivement à Montréal, faut que tu vois ça aller. Des fois, ça donne un vertige. Là, mais à Québec, même en région, en deuxième couronne de Québec, là, on fait quand même des beaux projets intéressants. Intéressants pour le locataire, intéressants pour l'investisseur, intéressants pour la ville aussi. Mais ouais, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'aller vers ça, je pense, en 2024. Là, vraiment. Dans la vie, tu n'as jamais pris de cours d'immobilier. Tu disais, je pense, à un moment donné, que tu as toujours eu des mentors. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu, je te dirais, moi, c'était un ami qui investissait beaucoup en immobilier dans la région de Québec. Puis il m'avait dit, les deux, on est des fans de CrossFit. Là, puis il m'avait référé à un documentaire que Matt Fraser il avait fait. Qui est un champion qui a gagné 5 fois. Il est sur mon vision board, ce gars-là. Ah ouais, hein? Matt Fraser est extraordinaire. Là. Extraordinaire. Puis il a gagné 58, il finit premier. Puis lui, il avait dit dans le documentaire, puis ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Puis mon ami m'avait référé à cette ligne-là également. Il dit The way you do anything is the way you do everything. Fait que la façon que tu fais n'importe quoi dans ta vie, c'est la façon que tu vas faire toutes les choses que tu fais dans ta vie. Puis lui, Matt Fraser, au début, c'est ça qu'il disait. Il s'entraînait fort, il dormait bien, mais il mangeait mal, puis il se faisait pas nécessairement à manger de la bonne façon, puis il s'en foutait un peu, puis il mangeait des beignes comme post-workout. Puis il dit ça à un moment donné, c'est la manière que tu fais quelque chose, c'est la manière que tu fais tout. Puis moi, depuis ce temps-là, c'est la manière que tu défais ton lave-vaisselle, c'est la manière que tu vas lever des projets immobiliers, tu sais. Puis c'est ce que j'ai répété beaucoup à mes employés après dans la taille de headset. Puis moi, je pense que c'est vraiment vrai. La manière que tu attaches tes souliers le matin, c'est la manière que tu vas conduire ton auto au travail. La manière que tu vas rentrer au travail, c'est la manière que tu vas travailler. Puis la manière que tu vas dire, OK, bon, je parle avec un courtier immobilier pour tel projet. Si tu t'en fous puis tu penses que, OK, ça, c'est pas important. Cette partie de mon travail est pas importante, bien, tout le reste va devenir pas important. T'sais.
Puis moi, je pense, dans les bons conseils que j'ai entendus dans ma vie, là, ouais. C'est drôle que tu dises ça. Je suis en train de penser à comment je conduis le matin. Là. Ah ouais? Avec le sel puis la bouffe, prêt de déjeuner dans le char. C'est ça. Non, mais c'est vraiment fort ce que tu dis parce que là, ça me met en perspective. Je m'auto-questionne sur comment je fais les choses dans la vie versus, écoute, wow. Mais je pense que c'est vraiment important. Puis, tu sais, des fois, écoute, un locataire qui s'en va, que tu n'as pas nécessairement aimé l'expérience avec, ben, la manière que tu closes la relation avec ce locataire-là, moi, je pense que c'est la manière que tu vas commencer une autre. Il faut vraiment. Là, je suis pas parfait. Là. Écoute, moi, c'est des conseils que j'ai. Ça fait 10 ans que j'ai entendu ce conseil-là. C'était en 2015 que le documentaire était sorti. Puis ça fait pas mal 10 ans que j'essaie de suivre ça. Je dis pas que c'est le cas. Là. Puis écoute, j'essaie de suivre ça, mais je pense que c'est vraiment une bonne façon de voir la vie. Puis aussi, tu sais, de point de vue, là, moi, le stoïca immobilier, ça part du stoïcisme. Okay. Donc, qui est une philosophie grecque, là, en fait. Okay. C'est beaucoup Marcus Aurelius, en fait, là, un empereur romain qui était très, très, très apprécié. Un des derniers 5 grands empereurs de l'Empire romain, en fait. Là. Puis ceux qui connaissent, mettons, un peu le cinéma Gladiateur, l'empereur romain dans le film Gladiateur, avec Russell Crowe, ben, c'est Marcus Aurelius. Là. Oui, c'est lui. Oui. Vraiment très, très apprécié puis très, très reconnu. Puis il a écrit plusieurs livres quand il était empereur. Puis lui, il parle beaucoup de le contrôle de soi, le contrôle des situations, puis d'essayer d'être... c'est beaucoup aussi dans l'optique de sacrifier le plaisir présent pour quelque chose de mieux plus tard. Puis de comprendre qu'il y a des mauvaises choses qui vont arriver, il y a des choses très négatives qui vont pouvoir t'arriver, mais des choses très positives vont pouvoir t'arriver, puis d'essayer de contrôler le contrôlable, puis de laisser aller ce qui n'est pas contrôlable. Puis moi, je trouve que la philosophie stoïcienne, elle rapproche beaucoup à l'immobilier. Tu sais. Le plaisir présent pour quelque chose de mieux plus tard, essayer de contrôler l'incontrôlable, avoir les mains sur le volant. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup passé ma carrière d'investisseur à date à travers ce type de mantra-là. Je me fie beaucoup à ça, puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis ultimement, je pense que niveau conseil, là, être humble, une des grosses phrases du stoïcisme, c'est « ego is the enemy ». Puis moi, je pense que si t'es pas capable d'avoir l'humilité de comprendre que t'as plein de choses à apprendre puis qu'il y a plein de gens qui connaissent beaucoup plus de choses que toi, t'as pas le choix de... Il faut que tu sois humble. Ça prend une humilité, puis pas une fausse humilité, mais une vraie humilité de dire « OK, cette personne-là a dit quelque chose, je vais l'écouter. » Puis moi, j'ai tout le temps eu ça, mais j'ai de la misère aussi des fois parce que le problème avec ça, c'est que quand quelqu'un connaît zéro le domaine dans lequel t'es, des fois, je vais quand même avoir le réflexe de l'écouter, puis d'essayer de prendre en considération son opinion. Okay. Ça, c'est un autre défaut que j'ai, là, mais... Ouais, c'est sûr que là, il faut peut-être relativiser un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Wow, écoute, très, très, très enrichissant. Je suis vraiment content que tu sois venu à mon podcast. Ben merci, c'était super. Ouais. Vraiment, tu es vraiment quelqu'un qu'on gagne à connaître. Tu as beaucoup de knowledge, tu as beaucoup de choses à apporter. Je pense que tu vas aller vraiment loin, même si tu es déjà rendu quand même à un certain niveau. Je pense que vraiment. Oui, ben merci. Oui, absolument. J'imagine que, écoute, après ça, il y a sûrement des gens qui vont essayer de te contacter, tout ça après l'épisode. Parce qu'ils vont vouloir avoir des petits cues. Fait que c'est où qu'on peut te retrouver si jamais les gens ils veulent. Écoute, Félix-Olivier Brochu sur Facebook. Okay. Sinon, LinkedIn, évidemment. Les pages de mes compagnies, Développement Aurelius, stoïca Immobilier. Puis, parfait. Ouais. Puis le monde de Québec, si vous avez des headsets à faire couper, c'est sûr, c'est lui que vous appelez. Garanti, il va vous donner un bon service. Super. The way we do anything is the way we do everything. Voilà, exactement. Good. Merci tout le monde d'avoir été à l'épisode. Écoutez, si vous avez des gens que vous voulez voir à mon podcast, écrivez-moi. Envoyez-moi des noms. Je vais les faire venir du mieux que je peux sur la scène. Et puis, abonnez-vous. On est sur YouTube, Spotify. Donc, il y a plein d'autres épisodes. Allez voir ça. C'est super sharp. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci à toi.